Bonjour tout le monde. Moi, mon nom c'est Omar Samb. Donc, je vais servir aujourd'hui de modérateur pour la conférence qui est organisée par la chaire de recherche réalisme, recherche appliquée interventionnelle en santé mondiale et équité, coordonnée ou dirigée par le professeur Valérie Rude de l'IRSPOM. Donc, la conférence aujourd'hui va se baser sur la couverture médicale universelle en Afrique et le rôle que les communautés, de manière générale, jouent dans cela. Nous avons le plaisir d'accueillir donc 3 conférenciers qui vont nous parler de leur expérience, mais aussi de leur perception et comment ils entendent, comment ils conçoivent le concept de couverture médicale universelle. D'abord, juste une petite définition pour que nous tous, donc, on ait la même compréhension de la notion. Il faudrait donc comprendre qu'en Afrique, de manière générale, lorsqu'on a mis en place le paiement direct, donc l'imposition du ticket modérateur, grâce donc à la politique de l'initiative de Bamako en 1987, cela a entraîné un blocage de l'accès aux soins pour certaines catégories de la population les plus vulnérables, notamment les femmes et les enfants. Et pour d'autres aussi, notamment les indigents, cela a entraîné une exclusion sanitaire de ces personnes-là qui n'arrivaient pas à accéder au système de santé. Dans les années 2000, certains pays ont essayé de mettre en place des dispositions pour améliorer l'accès de ces groupes. C'est ce qu'on appelle les politiques de gratuité. Mais ces dispositifs ont donné certes des résultats donc, encourageants, des résultats positifs, mais il n'en demeure pas moins que dans des pays où le secteur de protection, enfin la protection sociale ne couvre que le secteur formel, donc cela veut dire les travailleurs, ces groupes d'autres groupes de la population restent toujours exclus et n'ont pas toujours les moyens d'accéder à la santé. Pour ceux qui réussissent à y aller, ils sont souvent confrontés à des dépenses catastrophiques donc, dues au paiement direct. Récemment, de nombreux pays ont essayé de mettre en place ce qu'on appelle une couverture médicale universelle. Les termes sont nombreux dans la littérature. Certains parlent de couverture sanitaire universelle, d'autres de couverture maladie universelle. Donc, on a de nombreux termes pour désigner en fait une réalité qui consiste, selon l'OMS, à faire de telle sorte que chacun ait la possibilité de disposer des soins de qualité et à un prix abordable. Donc, simplement, la couverture médicale universelle vise à améliorer l'accès à des services de santé de bonne qualité sans que les personnes ne subissent de difficultés financières dues au paiement des soins. Cependant, cette couverture maladie universelle qui est en train d'être mise dans la plupart des pays africains est confrontée à des difficultés institutionnelles. Donc, Emmanuel Sambieni va nous parler de ces difficultés. Emmanuel Sambieni, pour le présenter rapidement, a soutenu sa thèse de doctorat en sciences politiques et sociales, spécialité sociologie et anthropologie à l'Université de Liège en Belgique en 2012. Depuis juin 2014, grâce au soutien financier du programme Santé Cap, il réalise un post-doctorat au centre de recherche du Centre hospitalier universitaire de l'Université de Montréal au Canada. Depuis octobre 2012, il est enseignant-chercheur à l'Université de Parakou, donc au Bénin. Il est aussi chercheur rattaché au laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local, l'ASDEL. Il est membre donc, de la chaire réalisme de l'IRSPOM qui organise cette conférence. Donc, Emmanuel, merci d'être là. Donc, vous aurez donc 15 minutes pour nous faire votre présentation. Et après, il y aura, sa présentation sera suivie donc, de discussion. C'est parti. Merci. C'est bon. Okay, merci Omar pour cette introduction. Comme Omar l'a donc dit, moi je vais m'intéresser au cas du Bénin, qui est un petit pays de l'Afrique de l'Ouest que beaucoup connaissent. Et en plus, je précise que l'expérience au Bénin, ce n'est pas encore la mise en œuvre. Je ne parle pas de la mise en œuvre, je parle un peu de la tentative de mettre en place ce régime-là, comme vous le verrez dans le développement que je vais faire tout à l'heure. Voilà. Et donc, je tenterai de présenter le contexte dans lequel le RAMU s'est mis en place au Bénin. Je parlerai naturellement des objectifs du RAMU, du modèle organisationnel au Bénin. Je reviendrai plus en profondeur sur les controverses au niveau sociopolitique, les contraintes dans les différentes structures chargées de l'appliquer, et puis les contraintes liées au système de soins pratiquement qui doit l'appliquer. Et enfin, sur le plan du rapport à la communauté, quelles sont les difficultés qui émergent, avant d'essayer une petite conclusion. Voilà, si vous voulez, comme Omar l'a dit aussi, c'est à partir de 2008 que l'idée d'un régime d'assurance maladie universelle au Bénin est née. Et je précise qu'en ce moment-là, il y avait eu beaucoup d'autres idées
voilà, au niveau du Bénin, qui était naturellement une réplique de ce qui se passait au niveau international, notamment la gratuité des soins pour la césarienne, pour le paludisme des enfants de moins de 5 ans, le financement basé sur les résultats. Il faut dire que 2008 a été une année productive en termes d'idées de réforme de santé dans ce pays-là. Pourquoi? Parce que bien avant, en 2006, on a eu un changement de régime politique. Une des raisons, ce n'est pas la seule. Et on a eu au pouvoir quelqu'un qui était dirigeant d'une grosse institution financière en Afrique de l'Ouest, la BOAD, et qui est venu avec un slogan qu'il a propulsé, le changement, pour tout changer, en tout cas, pour changer tout ce qui est moins bien. Et donc, dans le contexte de changement, là, dans ce qu'il avait proposé comme changement, il y a eu beaucoup de réformes, notamment au niveau de la santé, de l'éducation, de l'agriculture. Le RAMU, donc, l'idée en ce moment a été qu'il faut améliorer l'accessibilité financière, comme Omar l'a dit. Il y a beaucoup d'usagers du système de soins qui ne peuvent pas payer directement et qui, pour cela, entre autres raisons, ne vont pas solliciter les soins. Donc, il faut faire en sorte que les soins de base, à la base, là, ne soient pas payés directement. Quelques indicateurs sur le Bénin pour qu'on sache de quoi il est question du point de vue structurel. C'est que l'espérance de vie pour tous les hommes comme les femmes, en tout cas, la moyenne, c'est 59 ans. Le taux de mortalité aussi, c'est 59,5 pour 1000. La mortalité maternelle 2012, c'est 204 pour 100 000 naissances vivantes. Ça fait partie des groupes où l'indicateur est quand même critique. En plus, les statistiques qui ont permis d'établir cet indicateur en 2012 sont toujours un peu prises avec prudence parce que 6 ans avant, c'était 397 pour 100 000 naissances vivantes. On n'a pas bien compris comment on peut en 6 ans passer à cet indicateur, en tout cas faire ce gap-là. On sait qu'en ce moment, beaucoup de donateurs, beaucoup de partenaires exigent que les indicateurs s'améliorent. Et donc, parfois, il y a de ça. Je ne dis pas que je suis sûr, mais même au niveau national, il y a cette discussion qui est qu'on n'est pas sûr que cet indicateur est bien, quoi. Au niveau du financement de la santé, juste, j'allais dire, au niveau du financement de la santé, la dépense nationale, comme vous voyez, ça vaut 30,67 $ américains en 2008, avec ceci que le budget national n'y contribue qu'à 6%. Et les ménages, la participation des ménages aux soins, au coût de la santé va jusqu'à 44%, ce qui est l'expression de ces coûts directs-là. Un peu une idée autour du RAMU, ce n'est pas la dimension béninoise, mais le concept au niveau international avec l'OMS, c'est un peu ça. Accès aux soins préventifs, curatifs et de réhabilitation pour tous et à un prix abordable. C'est l'idée qui est derrière le RAMU, là. Assurance des risques, maladies, accidents non professionnels et maternité. La dimension maternité qui est bien écotée ici, parce que notamment l'indicateur des soins maternels est très critique. L'idée, c'est qu'avec la mise en œuvre du RAMU, on puisse accroître les indicateurs au niveau de la proportion de la population couverte par les soins de santé, comme il y a beaucoup d'usagers qui ne sollicitent pas le système quand ils ont des épisodes de maladie, que la quantité et la qualité des services offerts s'améliorent aussi, s'augmentent, que la couverture des coûts et par conséquent la réduction de la participation financière de la population au coût de soins aussi prennent une certaine ampleur. L'idée, en fait, c'est ça. Si on met en place le RAMU, on doit arriver à ces situations-là. Au niveau du Bénin, notamment où c'est à introduire, comment on a pensé que ça soit porté du point de vue institutionnel. Déjà, il y a quelques institutions qui s'occupent de quelques acteurs. Comme vous voyez, le Fonds national des retraités du Bénin, il y a un fonds pour que les agents de l'État qui sont partis à la retraite puissent bénéficier de quelques prises en charge d'une partie des coûts de soins. Il y a la Caisse nationale de sécurité sociale qui prend en charge les agents du secteur privé, ainsi de suite. Les mutuelles de sécurité sociale, des mutuelles de santé communautaires qui sont là qui se mettent en place de façon volontaire avec des privés à but lucratif ou non lucratif dans des espaces communautaires qui font de la sensibilisation, comme on dit, pour avoir des adhérents qui proposent donc de ces services-là, qui peuvent avoir des adhésions comme non. Et puis les compagnies d'assurance, il y en a partout pour toutes les assurances, que ce soit la maladie, la vieillesse, les accidents ou voilà, la route. Et donc, au Bénin, on a proposé que
le RAMU soit porté par tous ces acteurs, que chaque acteur prenne une partie des usagers en fonction de ces connotations de base. Et donc, on a mis en place un comité technique interministériel pour réguler, pour organiser, pour faire en sorte que tous ces acteurs, toutes ces structures-là, ce que j'ai cité tantôt, puissent se mettre en place et porter le RAMU. Et donc, ce comité a guidé, si vous voulez, les travaux préparatoires, la réflexion, sorti les premiers rapports, sorti les premiers documents qui doivent accompagner au niveau du gouvernement le projet de loi, le projet de décret et la mise en place surtout d'une agence nationale d'assurance maladie. Ça va être piloté au sommet par une agence qui va être mise en place pour coordonner tout. Et donc c'est en décembre 2011, depuis 2008, l'étape préparatoire, en décembre 2011, le projet a été lancé officiellement comme pour démarrer, quoi. Voilà. Et donc, à partir de ce lancement en 2011, quelques controverses ont vu le jour, j'en parle ici. Premièrement, comme vous avez vu, c'est le président lui-même qui a lancé ça, et au lieu que ça soit discuté, voilà, appliqué au niveau du système de soins, c'est plutôt des hommes politiques, notamment les députés, les ministres ou les directeurs nommés dans le système de soins, qui sont passés chacun dans son terroir, chacun est retourné chez lui le week-end ou avec des moyens privés ou publics pour faire des meetings et dire que le chef de l'État a la bonne volonté de couvrir le coût de santé pour tout le monde. Et pour cela, il a initié personnellement un projet, le RAMU, ainsi de suite. Et derrière ces discours, au-delà du RAMU, dans sa dimension institutionnelle, médicale, ils ont ramené tout ce qui avait accompagné la campagne du président, notamment la question de changement, on va changer les mentalités, on va faire la refondation, l'idée de refondation, le concept de refondation qui a été lancé à l'époque pour désigner toute remise en cause d'idées voilà, politiques, socioculturelles et autres. On parle de développement inclusif, qu'on ne va pas faire émerger des couches de population qui vont s'enrichir, contrairement aux autres qui vont s'appauvrir. L'idée de prospérité partagée. Donc, ils ont vulgarisé le RAMU avec des concepts qui sont venus au moment de la campagne politique de changement. Et donc, ça fait que... Et en même temps, ça allait avec, au bout du rouleau, comme vous voyez, le chef, il est altruiste, il a de bonnes idées. Donc, on va faire en sorte qu'après son second mandat, on puisse réviser la Constitution pour qu'il puisse revenir. Sinon, on aurait perdu. Et donc, ce pan de la vulgarisation a entraîné une prise de conscience de ce que c'est un truc anticonstitutionnel. Et la société civile s'est mêlée pour chaque fois dire non. Et les partis politiques de l'opposition aussi. Donc, en même temps qu'il y a un RAMU derrière avec une pertinence, notamment en termes d'incapacité de prise en charge des coûts pour certaines couches socio-professionnelles, il y a eu l'idée à côté qu'on veut en profiter pour amener la conscience générale à accepter la modification de la Constitution pour un chef d'État qui a fini ses 2 mandats et qui devait partir. Du coup, ça c'est rentré dans une sorte de controverse. Et puis, voilà. En termes de contraintes institutionnelles, mis à part ces controverses qui font que finalement on comprend un peu de choses autour, mais c'est que les institutions qui sont proposées pour porter le RAMU sont déjà plurielles, comme vous avez vu, j'ai cité au moins 4, avec chacun un enjeu particulier qui n'est pas toujours en cohérence. Et tous les acteurs autour, les hommes politiques, les hommes économiques, les assurances maladies qui sont extrêmement commerciales et autres, chacun y a trouvé un sens qui n'est pas forcément celui que doit porter le projet. Et puis toutes ces institutions qui sont mises en avant, notamment le Fonds national de la retraite, la Caisse nationale de sécurité, les mutuelles et autres, sont des institutions déjà connues depuis longtemps comme léthargiques, qui n'arrivaient pas déjà à satisfaire leurs ambitions de départ, en tout cas à satisfaire leur clientèle. On sait que si un retraité attend la prise en charge pour se faire soigner, ça va durer des mois et des mois. Même les agents permanents de l'État, il y a une proportion. Par exemple, si on doit faire les analyses, on dit que les analyses sont couvertes à 50 ou 40%, mais si vous attendez ça pour vous soigner, vous allez avoir du mal. Donc, on sait que ces institutions n'ont jamais réussi à jouer. Donc, dire que ce sont elles qui vont porter le RAMU, ça pose un problème. Et puis,
L'autre chose, finalement, l'Agence nationale d'assurance maladie qui a été mise en place rejoint une pluralité d'autres agences mises en place pour d'autres réformes, notamment la gratuité de la césarienne, du paludisme et autres, qui ne marchent pas. Donc, on se dit que c'est une autre agence de plus qui ne va pas marcher. Sur le plan technique, si on regarde, là, je regarde un peu les services de santé, les formations sanitaires qui doivent recevoir le malade. On sait qu'au Bénin, il y a une croissance anarchique du privé lucratif, informel et illégal, qui est une réponse notamment au dysfonctionnement des services publics de santé notamment. Si vous allez dans les centres publics pour vous soigner, vous allez avoir tellement de difficultés, en tout cas de désenchantement, que vous êtes obligé d'aller vers le privé. On sait que l'État a peu de pouvoir pour réguler ce système, notamment à cause de la gestion des affinités, des interconnaissances, beaucoup de trucs qui rentrent dans le positionnement des agents de santé, dans le positionnement des matériels, des ressources financières. On sait qu'au niveau des agents de santé, au niveau de ces services-là, il y a un problème d'éthique et de morale, les questions de vente illicite, de mauvais accueil, de rapport, les questions de corruption, de malversation. Même ces agents de santé, notamment au niveau technique, les médecins ou les paramédicaux comme les sages-femmes, les infirmiers, sont en nombre insuffisant et ça fait qu'il y a une grande place pour des gens qui viennent de façon informelle, comme ça, une matrone de quartier qui n'est pas allée à l'école peut se retrouver à offrir à poser des actes purement médicaux d'une grande technicité. Au niveau socio-culturel, la plupart des usagers qui vont solliciter ces services, notamment les couches qu'on retrouve dans la communauté, ne connaissent pas leurs droits, ne connaissent pas leurs devoirs en santé et se retrouvent face aux agents de santé comme pour négocier des services qui ne leur sont pas dus. Donc, ça fait que la relation entre le médecin, l'infirmier et les usagers, on le sait beaucoup, est très inégale, avec des perceptions négatives de la gratuité, exemple de la césarienne, où même les agents de santé pensent que c'est une histoire parce que l'État n'arrive pas à mettre en place les subventions requises pour que les coûts de soins soient recouvrés. Donc, dire encore que l'État va prendre en charge l'assurance, c'est autre chose. Et puis, le Bénin a connu quelques années avant une souscription, un truc qu'ils ont appelé ICC Service. Il y a eu un ensemble d'acteurs, y compris le chef de l'État, qui ont, si vous déposez, si vous épargnez, vous avez des intérêts colossaux et quelques années après, ils ont disparu. Beaucoup de personnes ont déposé des millions, ils sont portés disparus. Donc, au Bénin, quand vous venez dire assurance, vous allez déposer un peu, être soigné, les gens disent « Oh non, non, ça rejoint cette histoire d'escroquerie qui est passée il y a quelques années. » Donc, pour conclure un peu, je dirais que le RAMU, ça a été une initiative socialement pertinente parce qu'on sait que les ménages contribuent encore beaucoup aux soins de santé et sont incapables. C'est une initiative, malheureusement, qui a été hautement politisée parce qu'elle a été portée par des acteurs politiques. Elle a fait connexion avec des concepts de la campagne politique et elle a voulu être utilisée pour la modification de la Constitution qui fasse revenir le président. Le contexte institutionnel nous semble peu capable, en tout cas peu porteur, parce qu'il y a beaucoup de défis solides pour la cohérence et pour les capacités. Et enfin, les services de santé, comme les usagers eux-mêmes, ont de nombreuses difficultés à comprendre le RAMU et à s'aligner derrière ça, si vous voulez. Je vous remercie pour votre attention. Voilà. Voilà. Merci beaucoup donc à Sambiani pour sa présentation, qui reste exactement dans les temps donc, impartis. À présent, nous allons donc donner la parole à Sylvie Zongo. Et je préfère en fait que les 3 présentations soient faites. Après, je laisse la place à la discussion. On aura donc 30 minutes pour discuter. Donc, en attendant que Sylvie s'affaire donc pour mettre en place sa présentation, je m'en vais vous présenter en fait qui est Sylvie Zongo. Sylvie Zongo est anthropologue au Centre national de la recherche scientifique et technologique du Burkina Faso. Elle réalise actuellement un postdoc à l'Université de Montréal sur financement du programme Santé Cap, du programme stratégique formation en recherche en santé mondiale, des instituts de recherche en santé du Canada et du réseau de recherche en santé des populations du Québec. Donc Sylvie va nous présenter l'apport que la couverture médicale universelle peut avoir pour les populations, mais aussi elle va s'interroger et questionner sur la place que joue la santé pour
de nombreuses populations au Burkina Faso. Comment ils perçoivent le besoin de santé, mais aussi l'importance de la santé dans les différentes dépenses et dans leur quotidien. Merci Sylvie. Merci, bonjour. Alors, d'emblée, je souligne que c'est une communication que je devais présenter avec Isabelle Agier, qui malheureusement, pour des raisons personnelles, n'est pas avec nous aujourd'hui. Donc, elle a essentiellement travaillé sur les aspects techniques de cette communication. Je vais essayer, à partir de ce qu'elle m'a laissé comme consigne, de vous rendre, dans la mesure du possible, les éléments dans leur fidélité. Voilà, c'est une étude que nous avons, qui a été réalisée par plusieurs personnes. Et voilà, Sylvie Zongo, Isabelle Agier, Kadizatou Kadio, qui est dans la salle et qui pourra éventuellement intervenir pendant les échanges avec la salle. Donc, notre intervention, comme s'intitule « L'apport de la couverture santé universelle face à l'exposition aux risques de santé au Burkina Faso ». Donc, Emmanuel Sambieni a beaucoup parlé des aspects institutionnels, organisationnels de ce régime d'assurance maladie au niveau du Bénin. Et notre intervention ici est plutôt focalisée sur les populations, les réalités vécues par les populations autour de cette intervention-là. Nous travaillons la communication, en fait, les résultats ici portent sur une étude qui a été menée au niveau du Burkina Faso, où on a, il faut dire, pour placer rapidement le décor, on a moins de 10% de la population totale qui bénéficie d'une couverture sociale et d'une protection sociale, et le reste de la population, composée en majorité de populations pauvres, qui travaillent dans le secteur informel et qui résident en milieu rural, ne bénéficient pas d'une protection sociale. Et cette protection sociale ici, dans les 10%, la population concernée par cette protection sociale, et surtout, relève surtout du secteur formel, privé et du secteur formel public. Voilà. Alors qu'on le sait, les ménages font face à plusieurs aléas financiers qui impliquent pour elles des dépenses exceptionnelles. Et donc, au Burkina Faso, le gouvernement a eu l'intention de mettre en place un régime d'assurance maladie. Et c'était à l'horizon 2015. Nous sommes en 2015, mais pour des raisons politiques que le pays traverse depuis quelques mois, certaines interventions ont été suspendues. Et donc, dans cette volonté de mettre en place le régime d'assurance maladie, c'était essentiellement pour s'inscrire un peu dans les objectifs internationaux de cette intervention, c'est-à-dire améliorer l'accès aux soins, réduire l'incertitude qui pèse sur les finances des ménages. Voilà. Donc, cette étude, nous l'avons menée, c'était essentiellement dans le but de voir un peu la place des risques, des risques financiers, des risques liés à la santé dans les dépenses que cela implique au niveau des ménages. Donc, il s'agissait essentiellement de comprendre comment la mise en place de l'assurance maladie universelle au Burkina Faso pourrait réduire l'exposition des ménages face aux risques financiers qui sont liés à la santé. Donc, pour répondre à cette question, il y a eu trois autres questions et auxquelles nous nous sommes intéressés. C'était de voir déjà à quels risques financiers ces ménages sont exposés. Ça, c'était déjà le point de départ. Voir un peu comment les risques qui sont spécifiquement liés à la santé se situent dans cette généralité de risques auxquels les ménages sont confrontés et comment cela se répartit selon le type de population. Donc, c'était une première étape. La deuxième étape, c'était également de voir, face à ces risques financiers liés à la santé, quelles sont les stratégies qui sont employées par les populations pour y faire face et quels sont également les risques qui sont associés à ces stratégies développées par les populations. Et également voir comment cela se répartit au sein de la population. Et dans une troisième étape, c'était de voir, à partir des différents risques identifiés, des stratégies qui sont développées par les populations et les risques associés à ces stratégies, l'apport de la couverture maladie et la couverture santé universelle en termes de réduction de l'exposition des ménages à ces risques de santé et voir un peu du point de vue de l'équité ce que cela peut apporter. Non, il s'agit essentiellement d'une étude mixte, donc, avec une étape, un volet quantitatif et un volet qualitatif.
Et l'étape qualitative a été, disons, a été la première étape de cette recherche. Et elle a consisté en deux étapes, disons. Il y a eu d'abord, dans une première phase, des entretiens individuels qui ont été menés avec des responsables d'institutions de microfinance et de microassurance, au nombre de 12. Et il s'agissait, dans ce volet-là, de voir un peu avec eux quels sont les vocables utilisés dans la pédagogie auprès des clients. Comment les thèmes qui sont relatifs au risque, à la santé, à l'assurance, à la maladie sont expliqués aux populations, de sorte à formuler pour l'enquête qualitative, pour les discussions avec les ménages, des vignettes de mise en situation qui permettraient d'avoir un peu les perceptions des populations. Et au niveau et ensuite, après cette première étape, il y a eu une deuxième étape qui a consisté en des discussions de groupe auprès de ménages qui ont été choisis selon composés selon trois strates, le niveau socio-économique, donc des ménages pauvres, des ménages de niveau socio-économique considérés comme moyens, et puis des ménages considérés comme riches. Et il y a aussi le genre, en fait. Il y a eu les chefs de ménage, composés des hommes, en gros, et puis il y a eu aussi les femmes. Et au niveau des femmes, on sait qu'il y a des ménages polygamiques. Donc, celles qui ont été retenues, c'était les femmes, les épouses les plus influentes, celles qu'on considère qu'elles participent plus aux dépenses du ménage. Alors, et il y a aussi le troisième niveau, c'était le milieu de vie. Donc, il y a eu des populations des zones rurales et des populations des zones urbaines. Et donc, pour cette étape qualitative, donc dans les discussions de groupe, ont porté essentiellement sur la construction du risque dans les ménages et au quotidien, déjà comment le risque est construit au sein des populations et quelles sont les stratégies qui sont développées par celles-ci pour faire face aux situations imprévues qui surviennent dans leur quotidien. Et c'était également l'occasion pour développer aussi les outils de mesure qui serviraient à l'enquête qualitative. Donc, l'enquête qualitative a été réalisée auprès de 1255 personnes dans 2 districts sanitaires, Kaya et Zorgo. Et il s'agissait, pour cette étape quantitative, de quantifier les types de risques et les stratégies employées par les populations. Donc, de l'autre côté, on avait plutôt les discours sur les stratégies, sur les risques. Et ici, il s'agissait de quantifier ces différents éléments et aussi de voir un peu le profil, comment cela se répartit selon le profil suivant le prisme de l'équité. Donc ici, cette diapositive résume un peu le profil des répondants. Donc on a le niveau district sanitaire, le milieu urbain contre le milieu rural, le sexe femme contre homme, l'âge, l'exposition financière, les besoins spécifiques de santé, l'éducation, et voilà. Je passe un peu là parce que ce sont des aspects vraiment que Isabelle devait, moi je suis plutôt quali, donc je ne peux pas être d'une grande utilité par rapport, je ne peux pas aller au-delà des informations qui sont là. Peut-être que Kadi, qui est là et qui a beaucoup travaillé, qui a participé à l'analyse de l'étude, pourra éventuellement donner plus de précision. Voilà. Donc, qu'est-ce qui ressort de tout ce travail que nous avons réalisé auprès des populations? Donc, déjà, en termes d'exposition au risque, comment le risque est construit et saisi au sein des populations? Donc, le risque ici est exprimé dans les discours des populations à travers des situations imprévues qui interviennent et qui les exposent à des dépenses imprévues. Et ces risques sont caractérisés, ils catégorisent ces risques-là. Nous avons des risques naturels qui sont liés aux aléas climatiques, aux problèmes tels que les inondations, les inondations, les incendies, tout ce qui est lié aux aléas climatiques. Il y a les risques, les situations, les événements imprévus qui interviennent et qui impliquent des dépenses qui sont liées aux événements sociaux
Il cite entre autres le mariage, les baptêmes, les naissances, les décès, les funérailles. Ce sont pour être des situations imprévues qui surviennent et qui parfois demandent qu'on débourse de l'argent. Et cela peut être de façon importante comme de façon moins significative. Et il y a tout ce qui est relatif à la santé. Voilà. Mais dans toutes ces 3 catégories de risques, le risque lié à la santé est celui qui est le plus évoqué par les populations. Et les populations, elles font une distinction entre ce qui peut être des risques, ce qui est considéré comme risque grave et non grave, ça c'est étudié. Et la gravité ici dépend en fait des dépenses que cela implique. Voilà, donc quand on débourse moins d'argent pour faire face à une situation imprévue, cela est considéré comme moins grave. Et lorsque la situation imprévue implique suffisamment d'argent, alors on est dans une situation considérée comme grave. Et cette distinction se fait surtout en termes de valeur d'animaux. Et comme un des enquêtés le disait, s'il faut vendre un ou 2 coqs pour résoudre un problème, là, c'est considéré comme une petite dépense. Et s'il faut vendre un mouton pour résoudre un problème, ça, c'est une grosse dépense. Ici, ce tableau présente un peu l'exposition au risque selon les catégories, comment dire ça, la répartition selon les catégories de risques évoquées. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au profil? Ici, j'essaie de rendre un peu les analyses d'Isabelle. Au niveau de la maladie, on constate que les personnes les mieux loties et qui résident dans les zones urbaines ont des dépenses plus importantes. Et les femmes sont celles qui déclarent être le moins exposées. Et les ménages qui rencontrent des maladies chroniques et des personnes plus âgées ont des dépenses plus importantes. Et en termes de perte d'animaux, excusez-moi, je retourne rapidement en arrière. Ici, pour montrer qu'en termes de risque, d'exposition au risque, voilà, ici, on remarque que les 2 risques auxquels les personnes sont les plus exposées et qui sont importants, ici, c'est la maladie et la perte d'animaux. Voilà, pour mieux comprendre l'explication. Voilà, donc la maladie et la perte d'animaux, la distribution. Au niveau de la perte d'animaux, on a les ruraux et les hommes qui sont les plus exposés et les personnes les plus éduquées qui encourent des pertes plus importantes. Face à ces différents risques, les populations développent plusieurs stratégies pour y faire face. Il y a des stratégies a priori et il y a des stratégies considérées et dites a posteriori. A priori, on a les épargnes. Déjà, elles notent qu'il est nécessaire d'anticiper pour mieux gérer les dépenses lorsqu'elles surviennent. Donc, on a les épargnes qui peuvent être de plusieurs natures, monétaires, en nature, donc animaux. On achète des animaux qu'on élève et qu'on pourra revendre plus tard quand on sera face à une situation, ou alors des vivres qu'on peut stocker ou qu'on peut acheter et revendre plus tard quand on sera face à une situation qui implique des dépenses. Il y a aussi, ça peut être de façon monétaire, donc la tontine, qui est une forme de cotisation assez informelle dans certaines zones, ou alors on confie de l'argent à une personne, un collecteur qui passe régulièrement, qui pour nous constitue une sorte d'épargne monétaire, où l'argent peut également être gardé à la maison ou déposé dans un compte d'épargne. Ici, on a un peu la distribution. Je vais un peu rapidement parce que je suis prise par le temps, on pourrait y revenir dans les discussions. Et donc, voilà, en termes de répartition de l'épargne, selon la nature, on a, par exemple, pour les animaux, on montre que les animaux sont les plus mobilisés par les mieux lotis et les femmes, et en plus les personnes qui vivent dans les zones rurales, et les plus petits animaux et les plus âgés, pardon. Ceux qui gardent l'argent à la maison sont ceux qui sont le plus exposés aux outils financiers. On a le coffre, on a aussi ceux qui sont... Moi, j'espère que je rends bien ce que Isabelle dit ici. Et il y a aussi la banque qui est plus mobilisée par les personnes les mieux loties et les personnes qui vivent en milieu urbain. Alors, toutefois, ces stratégies sont exposées quand même à des risques qui peuvent être variés et on verra plus tard, un peu plus loin. Donc, pour les stratégies a posteriori, on a l'emprunt et on a le don.
Et ces deux logiques sont plutôt, ces deux stratégies reposent beaucoup plus sur la logique de la réciprocité. Je viens en aide à une personne qui rencontre des difficultés financières par rapport à une situation donnée, parce que demain, je peux me retrouver dans la même situation et cette personne pourra m'aider. Et aussi, en le faisant, j'ai aussi cette bénédiction divine que je reçois et qui peut me permettre de prospérer dans mes activités. Pardon. Ici, on a une distribution, en fait. Ce graphique présente la distribution des stratégies mobilisées par les populations et on remarque que le don est beaucoup utilisé, est beaucoup mobilisé entre les époux au niveau conjugal. Et au niveau de la famille, on a beaucoup aussi le don, on a aussi l'emprunt sans garantie. Au niveau des voisins, au niveau communautaire, on a plutôt l'emprunt sans garantie qui est beaucoup mobilisé. Au niveau des associations, ici, c'est plutôt l'emprunt avec garantie, mais on remarque que les stratégies, les personnes les plus sollicitées sont très souvent l'époux, le conjoint, la famille et les voisins. Alors, ça, c'est rapidement pour dire que le lien entre celui qui sollicite et le sollicité détermine le mode est assez important dans le mode de soutien apporté. C'est une explication qu'elle donne un peu à l'analyse qu'elle fait un peu du précédent graphique. Voilà. Donc, on constate que pour le mode de soutien, selon la distribution, il n'y a pas de différence, de grande différence entre les statuts socio-économiques. Et les personnes les plus éduquées ont moins recours à l'emprunt, tandis que le don est plutôt plus féminin et l'emprunt est plus masculin. Et les stratégies a posteriori sont souvent mobilisées en milieu rural par les personnes les plus âgées, les ménages ayant des personnes handicapées et moins par les ménages avec des malades chroniques. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ce qui a été dit par rapport à l'exposition aux risques? On a vu qu'il y a deux grands risques auxquels les personnes sont confrontées. Déjà, on sait que le risque en santé vient en premier. Le risque lié à la santé vient en premier dans les catégories de risques auxquelles les personnes sont confrontées. Mais il y a deux principaux risques auxquels ils sont confrontés, qui sont la maladie. Et en plus de la maladie, on a la perte d'animaux, qui est par ailleurs une stratégie utilisée comme stratégie pour faire face aux risques auxquels les populations sont confrontées. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle dit? Voilà, voilà, la santé aux deux extrêmes. Et ces stratégies, comme on l'avait dit, ne représentent pas les mêmes valeurs, le même niveau de risque. Par exemple, une fois l'argent déposé en banque présente moins de risques que l'argent investi dans un animal, dans l'achat d'un animal ou dans l'achat de vivres. Donc, ce qui fait que fait qu'il y a un double risque ici. Le risque déjà lié à la santé, je m'excuse parce que c'est une redondance, donc lié à la santé, et le risque lié à la perte d'animaux, vu que les animaux sont mobilisés majoritairement pour faire face aux dépenses imprévues qui surviennent. Donc, face à cette situation, qu'est-ce que la couverture santé-maladie, santé universelle peut apporter? Déjà, on a, au niveau de la population en général, on a les effets directs qui sont déjà montrés en termes d'accessibilité aux soins, d'accessibilité financière, de réduction de coûts liés aux soins et du fardeau, en fait, liés aux dépenses de santé. Il y a les effets indirects sur le risque lié à l'épargne. Parce que, comme on l'a montré, l'épargne ici, on mobilise l'épargne en nature est beaucoup mobilisée alors qu'il y a un risque de perdre ces animaux qu'on utilise plus pour faire face aux dépenses. Et donc, en mettant en place cette couverture santé-maladie, cela pourrait permettre de réduire déjà ce risque-là et d'abolir aussi la concurrence entre les risques. Ce risque de perdre la santé, ensuite de perdre l'animal qui peut nous aider à réduire ce problème. Donc, on a déjà, avec la couverture santé-maladie, on a déjà
on a déjà ce qu'il faut pour les problèmes de santé et on peut mobiliser les autres, utiliser les autres ressources, les autres types d'épargne et autres pour régler les autres problèmes. Et cela aussi permet de réduire la dépendance aux sollicitations parce qu'on a vu au niveau des stratégies que le don était beaucoup aussi mobilisé, il y avait l'emprunt et cela induit pour certaines personnes, certaines catégories de population une dépendance vis-à-vis des autres. Par exemple, les pauvres qui dépendent plus des riches vers qui ils se tournent pour avoir de l'aide quand ils sont dans des difficultés. En termes d'équité, on l'a vu, pour les ruraux, cela représente un bénéfice accru puisqu'on a le double risque qui est accentué ici, le risque de l'épargne. Et on a vu que les ruraux mobilisaient plus les animaux comme stratégie pour faire face aux dépenses de santé. Donc, cela pourrait permettre de réduire ce risque. Ensuite, aux plus pauvres, on sait qu'il y a un bénéfice accru car ce double risque est accentué par une épargne plus risquée en général. Et en termes de vulnérabilité, les ménages ayant des personnes, des malades chroniques et des personnes handicapées et des personnes âgées pourraient bénéficier d'une prise en charge d'une réduction, disons, un allègement des dépenses induites par ces situations dans leur... Alors... Toutefois, pour mettre en place, comme on l'a dit, en fait, elle n'est pas encore mise en place. Donc, on a échangé auprès des populations pour voir un peu leurs dispositions face à cette intervention et voir aussi déterminer les différents risques auxquels ils sont confrontés. Donc, pour la mise en place de cette intervention, il y a quand même des éléments importants sur lesquels des garde-fous qu'il faut mettre en place si on veut obtenir de bons résultats. Donc, on sait que ça bénéficie aux plus pauvres, mais il faut bien sensibiliser les populations afin de remporter leur adhésion parce que les gens ont exprimé, surtout les riches qu'on a rencontrés, ont exprimé leur crainte de perdre leur statut parce qu'ils viennent en aide aux plus pauvres. Et avec la mise en place de cette intervention, ils n'auront plus besoin d'intervenir directement auprès des plus pauvres. Donc, il y a une crainte par rapport à la perte de leur statut, à tous les avantages liés à cela. Et puis, c'est la dernière diapo. Et il y a la question de la détermination des statuts socio-économiques, parce que là, c'était de voir si les populations étaient prêtes à contribuer selon leur statut socio-économique. Est-ce que les riches sont prêts à contribuer, à payer plus et pour qu'on puisse prendre en charge les pauvres? Ou est-ce qu'ils sont prêts est-ce qu'ils veulent plutôt que les cotisations soient identiques pour tout le monde? Et donc ici, le problème qui a été soulevé, c'était de voir comment on pouvait parvenir à déterminer en fait le statut socio-économique des populations, dans la mesure où on a une grande majorité qui intervient dans le secteur informel, et ce qui induit une certaine instabilité dans ces statuts, parce que du jour au lendemain, on peut faire faillite, on peut avoir un problème, on peut être riche aujourd'hui et demain se retrouver dans l'autre catégorie. Mais de façon générale, pour que l'intervention prenne, pour profiter vraiment des bienfaits de cette intervention, il y a un besoin important de sensibiliser la population sur cette intervention, notamment la mutualisation, et faire comprendre aux gens que les contributions qui seront faites, les cotisations, ne sont pas remboursables. Quand on cotise et qu'on ne tombe pas malade, on ne sera pas remboursé parce que cette cotisation pourra servir à soigner d'autres personnes malades. Voilà, je vous remercie. Merci. Donc, merci à Sylvie pour sa présentation. Quand on parle de couverture médicale universelle, bien sûr, Emmanuel Sambieni en a parlé, on parle des défis institutionnels, on parle aussi de l'apport, mais on parle surtout des communautés. En Afrique, en fait, ces communautés jouent un rôle donc, extrêmement important dans la mesure où sont les acteurs en fait, qui donnent les soins au niveau le plus proche en fait, de la population. Pour cela, donc, Jean-Benoît Fallis va nous parler de son expérience et je pense aussi de ses travaux. Donc, je vais vous présenter Jean-Benoît. Jean-Benoît, en fait, est doctorant au département de développement international de l'Université d'Oxford. Sa thèse porte sur la gouvernance communautaire des services de santé dans des contextes fragiles. Avant d'entamer sa thèse, Jean-Benoît a travaillé pour les Nations Unies, l'Union européenne et différentes ONG au Burundi et en République démocratique du Congo.
Il est titulaire de 2 maîtrises en histoire et en économie du développement. Jean Benoît, tu as la parole. Merci Omar. Et merci de me donner la chance de présenter aujourd'hui. Je passais par Montréal. On s'était parlé par email il y a, je pense, 3 ou 4 ans. J'ai commencé ma thèse. Maintenant, j'essaie de la terminer. Et j'aimerais bien vous parler de ce que j'essaie de terminer. Donc ça, c'est un chapitre qui est en cours de rédaction. Et c'est un peu l'autre versant de l'initiative de Bamako. Si vous voulez, la contrepartie, le deal... Ah, ça ne fonctionne pas. Le deal qui a été fait avec les communautés, c'était un peu de leur dire, maintenant que vous allez payer, bien, vous allez avoir la chance de participer aussi dans la gestion de vos centres de santé. Et de cette façon-là, on espère que ces services vont être plus en phase avec ce dont vous avez besoin. Et donc, suite à cette initiative de Bamako, on va avoir la mise en place de comités de santé un petit peu partout en Afrique. Ce n'est pas exactement la même chose dans chaque pays, mais l'idée est la même. Vous avez un comité élu par la population qui sert en fait 2 rôles différents. Le premier rôle, c'est d'être actif dans la cogestion du centre de santé, donc de participer aux prises de décision. Le deuxième rôle, c'est d'être une interface entre la population et le prestataire de soins. Et donc, si vous voulez, de faire en sorte que les soins répondent effectivement aux besoins des populations. De façon assez paradoxale, même si ça fait plus que 20 ans maintenant qu'on a des comités de santé, il y a assez peu sur leur impact. Donc on ne sait finalement pas très bien à quoi est-ce que ça mène d'avoir des comités de santé. Ce qui apparaît en tout cas dans mon expérience en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, c'est que généralement les gens ne sont pas très contents avec les comités de santé. Il semble que ce n'est pas un système qui fonctionne extrêmement bien. Et quand on lit les revues de la littérature, on a une espèce de fourre-tout explicatif sur les causes de dysfonctionnement de ces comités de santé. Donc les gens vont invoquer absolument toutes les raisons. Et c'est quelque chose qui fait du sens, d'accord ? On peut se dire effectivement n'importe quoi pourrait avoir un impact sur le fonctionnement du comité de santé, mais ce n'est pas très utile en termes de politique, ce n'est pas très utile en termes de recherche. Une explication qui est, je pense, utile, celle qui vient de Osmani, qui essaye de catégoriser les différents déficits qui peuvent expliquer les échecs des comités de santé. On parle de déficit de capacité, d'incitation et ou de pouvoir. Je vais ici travailler je vais ici vous présenter ma recherche sur les aspects de capacité. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui est revenu vraiment très souvent sur le terrain. Donc on a, avec Corded, une néerlandaise, fait une enquête baseline qui a duré 1 an au Burundi, au Sud Kivu. On a visité plus de 80 sites, on a fait des enquêtes dans 300 sites différents. Et vraiment, cette question de capacité du comité de santé, elle est revenue presque à chaque interview, presque à chaque enquête. Pourquoi est-ce que le comité de santé ne fonctionne pas ? Bien parce qu'en fait, il ne sait pas très bien ce qu'il doit faire. Il n'a pas les outils. Et donc, dans ces circonstances-là, il ne peut pas travailler. Un deuxième intérêt de ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est, je pense, essayer en termes méthodologiques, de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec une méthode expérimentale. On sait que les méthodes expérimentales sont souvent accusées, peut-être à tort, de ne pas être assez fines que pour comprendre des situations complexes, des interventions complexes. J'aimerais bien vous montrer que ce n'est pas exactement le cas, qu'on peut utiliser ces méthodes expérimentales de façon un petit peu différente et quand même avoir, j'ai envie de dire, le meilleur des 2 mondes. À la fois une causalité relativement claire et en plus une compréhension relativement détaillée de la situation. Alors, avant que vous me posiez la question, parce que je sais que c'est une question qui revient tout le temps, qui est dans le comité de santé ? Je m'excuse, c'est en anglais. Je sais qu'au Québec, il faut faire attention avec ça. Mais il y a quand même quelques graphiques qui sont en anglais. Le comité de santé, à peu près partout où je l'ai rencontré, c'est, si vous voulez, souvent les notables locaux. Ce n'est pas la super élite, ce n'est pas les chefs, mais c'est les notables, c'est l'instituteur, c'est des gens comme ça. De façon intéressante, au Burundi et au Sud Kivu, qui sont les 2 régions qui vont m'intéresser aujourd'hui, les profils sont relativement similaires. Vous avez des différences au niveau de l'éducation secondaire. Pourquoi ? Parce qu'au Burundi, pendant très longtemps, il y a une grande partie de la population qui était exclue de l'éducation. Si vous regardez les statistiques
d'enrôlement dans l'enseignement secondaire avant la guerre, à la fois au Burundi et au Congo, vous trouvez quelque chose comme 5-6% au Burundi. Vous êtes plus à 25-30% sur le Congo. Le français, de nouveau, c'est une langue, c'est une lingua franca, si vous voulez, au Congo, où il y a beaucoup de langues différentes. Ce n'est pas le cas au Burundi, où il y a une seule langue. Donc, en termes de méthode ici, ce que je voulais faire avec ce projet, c'était vraiment essayer de voir est-ce que l'hypothèse de la capacité du comité de santé comme cause de dysfonctionnement, est-ce qu'elle tient? Et comment est-ce qu'on peut la tester si on veut avoir une idée claire de la causalité? Ça peut être par une expérience randomisée contrôlée, d'accord? Donc, randomized control trial. Et donc l'idée ici, c'était d'aller au Burundi, d'aller au Sud Kivu, où notre travail de baseline avait montré que les comités ne fonctionnent pas, et de voir qu'est-ce qui se passe si ces comités sont formés, qu'est-ce qui se passe si ces comités savent ce qu'ils doivent faire. Donc l'intervention consistait en une séance d'échange. Je n'appellerais pas ça vraiment une formation, c'était vraiment plus un échange de 2 jours sur le rôle du comité de santé, les fonctions de la formation sanitaire, simplement qu'est-ce qu'il y a comme service, qu'est-ce que vous devez savoir à propos de la formation sanitaire, les outils de gestion et de prise de décision pour le comité de santé. Donc cette séance a duré 2 jours. Après ça, il y a eu 2 séances de recyclage qui se sont étalées sur l'année 2012-2013. Après, la grande question, c'était on va essayer de voir l'impact de cette formation du comité de santé, mais impact sur quoi? Et pour essayer d'un petit peu avancer sur cette question, on essaie de construire une théorie du changement. Cette théorie du changement, elle est avant tout heuristique, c'est-à-dire elle vise à essayer de nous montrer où est-ce qu'on doit regarder. Je ne prétends pas ici que c'est le schéma explicatif derrière chaque comité de santé, mais l'intérêt, c'est que ça nous permet d'identifier différents blocs qui vont être des dimensions qu'on va pouvoir mesurer dans le cadre de l'intervention. Un premier bloc, c'est les aspects de gouvernance, évidemment le fonctionnement du comité de santé, des dimensions de redevabilité sociale. Un deuxième bloc, c'est tout ce qui a trait à la gestion du centre de santé. Un troisième bloc, c'est les questions de qualité perçue des soins et d'équité dans l'accès, et finalement, l'utilisation des services. Le schéma causal typique, c'est celui-là, mais on est bien conscient, évidemment, qu'on peut avoir des choses un petit peu différentes. Je ne vais pas passer trop de temps sur ça, mais je peux prendre vos questions sur ça. Alors, le problème, quand vous partez de là, donc vous identifiez, ici, on a 6 dimensions différentes. Après, il faut trouver des indicateurs pour ça. Il faut trouver des façons de les mesurer. Je ne vous demande pas de lire ça. C'est de façon délibérée que je mets ce tableau qui reprend, en fait, je pense, plus de 70 indicateurs différents, d'accord, qui correspondent chacun à des points importants pour chaque dimension. Alors, comment est-ce que vous pouvez travailler avec ça? Si vous prenez vos 70 indicateurs, que vous faites votre intervention et puis que vous allez regarder l'impact sur chaque indicateur, non seulement ça va être un petit peu un petit peu confus, je veux dire, si vous devez commencer à regarder chaque dimension une par une, et puis surtout vous avez un risque de commettre une erreur de type 1, c'est-à-dire que de façon simplement aléatoire, par chance, comme vous regardez beaucoup d'indicateurs différents, il y a un de ces indicateurs qui va être positif. Je ne sais pas si ça intéresse les gens dans cette salle, les aspects techniques, statistiques. Brièvement, l'approche, ça a été quoi? L'approche, ça a été de standardiser chacun de ces indicateurs-là, donc prendre ce qu'on appelle des Z-scores, de prendre ensuite la moyenne de ces Z-scores pour faire 6 dimensions différentes, et puis après de l'évaluer, donc on aurait pu faire un t-test classique. Ici, j'ai un modèle OLS simple qui permet en fait d'ajouter des contrôles pour le district et pour les caractéristiques du comité de santé, en fait d'améliorer la précision de vos estimations. Mais ça ne change rien du tout, vous pouvez retirer ça, vous allez quand même avoir la même mesure d'impact. Donc impact ici, c'est différence en différence. On a une situation
pré-intervention, post-intervention. Finalement, ça c'est plus technique. Comme on se retrouve quand même avec 6 dimensions, il est quand même nécessaire d'ajuster les p-values au fait qu'on teste différentes hypothèses et que si on teste différentes hypothèses, il y a un risque plus élevé de commettre une erreur de type 1. De nouveau, je peux discuter ça dans le détail si vous voulez. Donc ça, c'est les sites au sud Kivu. Celui-là ne doit pas être là. Celui-là, je ne sais pas ce qu'il fait là. Je pense que les verts doivent être pilote et les rouges traitement et les rouges contrôle, ou l'inverse, ce n'est pas très important. Vous avez Bukavu ici. C'est des zones relativement stables, d'accord? C'est le sud Kivu, mais ça reste des zones relativement stables, avec peu de mouvements, enfin, mouvements de population relativement limités, et donc des communautés qui existent. Ce n'est pas des communautés qui sont recréées chaque jour. Okay. Au niveau du Burundi, donc, pardon, excusez-moi, ici on a donc 39 centres de santé et leurs comités au niveau du groupe contrôle et la même chose pour le groupe pilote. Au Burundi, ici c'est les aires de responsabilité des centres de santé. Il y a 3 interventions dont je ne parlerai pas ici. Donc ici on est sur cette première intervention. Et ici on a 83 centres de santé qui sont dans le groupe contrôle. On en a en tout 168 qui reçoivent le traitement 1, certains, le traitement 1 qui est donc l'intervention dont je viens de parler, certains recevant d'autres interventions desquelles je vais parler aujourd'hui. Caractéristiques des groupes, juste pour vous montrer qu'on n'a effectivement pas de différence entre les groupes de contrôle et les groupes pilotes. J'ai une cinquantaine d'indicateurs, je ne vais pas passer au travers de chaque indicateur. On a vraiment des groupes qui sont balancés avant intervention. Vous voyez, ça c'est peut-être le plus intéressant ici. C'est des indicateurs sur les droits de décision du comité de santé au niveau de la formation sanitaire. Vous voyez qu'on est sur des niveaux relativement bas, ce qui montre vraiment que pré-intervention, on est sur des comités qui fonctionnent assez mal. Les résultats. Donc, quel est l'impact de cette intervention? Quelle est finalement la conséquence d'avoir des comités de santé qui savent ce qu'ils doivent faire? 2 choses différentes. Premièrement, au niveau de l'intervention Burundi, on n'a aucun impact. Donc, vous avez des effets positifs, négatifs, mais il n'y a rien de significatif, ou du moins quand on ajuste pour le fait qu'on teste différentes hypothèses. Au niveau du sud Kivu, vous n'avez pas d'impact de la formation sur l'utilisation des services, sur la qualité perçue et sur l'équité. Par contre, un impact très clair sur le fonctionnement du comité de santé, sur la gestion du centre de santé. Donc, je ne vais pas ici passer trop de temps sur pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'impact sur l'utilisation des services, la qualité perçue et l'équité au sud Kivu, parce que je pense que l'explication est relativement triviale. L'explication, c'est que vous avez une intervention qui dure 1 an. C'est peut-être un petit peu ambitieux de penser qu'en 1 an, on va vraiment avoir des effets visibles sur l'utilisation des services, sur la qualité perçue. On sait que les gens ne vont pas tous les jours non plus au centre de santé. C'est peut-être quelque chose de plus long terme. Ce qui est plus intéressant, je pense, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a aucun impact ici. On a un impact très clair et très marqué au niveau du sud Kivu. Donc si on essaie de décomposer cet effet au niveau des aspects de redevabilité et de gestion, on remarque que ce qui change surtout, c'est les droits de décision. Donc on a un comité de santé qui est vraiment beaucoup plus actif dans la gestion de ce centre de santé. Les communications avec la population changent assez peu. Communication avec le système de santé, on a un effet mais qui n'est pas significatif. Au niveau de la gestion, c'est principalement au niveau des infrastructures et des ressources humaines qu'il y a des changements. On peut imaginer que c'est des choses qui sont plus faciles à changer que régler les problèmes d'approvisionnement du médicament. Donc, je sais que c'est une question toujours très compliquée, ou bien de la supervision financière. Je sais que c'est une question un peu plus technique. Alors, où se situe le problème? Pourquoi est-ce qu'on a ça? Pourquoi est-ce qu'on a une intervention qui fonctionne très bien au sud Kivu et pas du tout au Burundi? Au niveau du Burundi, avant d'aller plus loin, je pense que ce qui est utile, c'est de voir où est-ce que ça a bloqué. Où est-ce que l'intervention ne fonctionne pas? Pourquoi est-ce qu'un simple renforcement
des capacités, pour utiliser le jargon de l'aide internationale. Pourquoi est-ce que ce renforcement de capacité ne fonctionne pas? On voit que dans les 42 centres de santé qui reçoivent uniquement cette première intervention, les sessions ont effectivement eu lieu. Dans 40 centres de santé, il y en a 2 dans lesquels le comité avait changé, on a dû revenir après pour faire la formation. Mais donc ces formations ont eu lieu. Les évaluations qu'on a eues après la formation sur la compréhension du contenu, donc sur la compréhension du rôle du comité, sur la compréhension des fonctions du centre de santé, montrent que généralement c'est assez positif. Donc les gens comprennent vraiment le principe. Maintenant, il n'y a aucun changement, enfin il y a très peu de changements dans l'organisation du comité de santé, encore moins de changements dans les dimensions de redevabilité, et je ne vous parle même pas de la gestion. Donc on a vraiment, si vous voulez, on perd les comités de santé quelque part ici, entre les deux. Alors pourquoi est-ce qu'on les perd et pourquoi est-ce qu'on les perd au Burundi et pas au Sud Kivu? Sachant qu'on a des comités de santé qui sont très similaires, c'est vraiment le cadre normatif est plus ou moins le même. En termes de composition, on a des choses relativement similaires. Pas de problème. Les centres de santé, c'est des entités relativement similaires aussi, avec en moyenne le même nombre d'infirmiers, le même type de service. Vous avez du financement basé sur la performance des 2 côtés de la frontière. Donc il n'y a pas vraiment d'explication très, très directe dans la composition du comité de santé ou dans le type d'institutions qui sont censées gérer. Alors, le commentaire typique, c'est de dire, voilà, c'est le contexte. On a des contextes qui sont différents. Le problème, c'est que c'est le contexte, ça ne nous aide pas beaucoup. D'accord ? C'est le contexte, ça ne nous aide ni en termes de politique, ni en termes de recherche. Donc, j'ai voulu essayer de disséquer un peu ce contexte. D'accord ? On peut avoir une approche naïve. Une approche naïve, ce serait quoi ? Ce serait faire cette présentation dans 30 endroits différents, collecter vos commentaires après et essayer de tester toutes les hypothèses possibles, ou de le faire un petit peu plus proprement, d'aller dans la littérature et de retester chaque hypothèse possible. Mais comme j'ai dit, les revues de la littérature qui existent, c'est un vrai fourre-tout et on se retrouverait à tester ou à essayer de tester 50 hypothèses différentes sur pourquoi le contexte est différent. Et en quoi ça peut influencer le fonctionnement des comités de santé. Ce qui est intéressant, je pense, c'est de retourner sur le terrain et de simplement demander aux gens. D'accord ? Et c'est ce que j'ai eu la chance de faire, à la fois de parler avec des gens qui travaillent dans le système de la santé, de leur dire « moi j'ai ces résultats différents, comment est-ce que vous voulez les expliquer vous ?» Et aussi de retourner dans les interviews qu'on avait fait au niveau des centres de santé. Donc on a eu 60 interviews qu'on a eu nested, c'est-à-dire qu'on a classé les comités de santé par performance, les bons, les moins bons, ceux qui sont vraiment pas bons. Et on a fait des interviews à chaque endroit critique pour avoir, si vous voulez, des données qualitatives représentatives. Et ce qu'on a, c'est des commentaires comme ceux-là. D'accord ? Et voilà, les relations avec le centre de santé ne sont pas bonnes, etc., etc. Il n'y a pas de cogestion, nous n'avons qu'à nous résigner à la situation. Donc ça, c'est ce qu'on trouve au niveau du Burundi. Et en fait, qu'est-ce que ça reflète? C'est ici l'argument que j'aimerais bien essayer de développer. Ça reflète une histoire institutionnelle différente. Donc vous avez deux contextes, effectivement, qui sont différents. Au Burundi, la relation au pouvoir, elle est très verticale. D'accord ? Il y a le parti qui est très puissant et les gens attendent de ce parti. Ils reçoivent, mais le pouvoir ne vient pas du choix populaire. Au Sud Kivu, vous avez une culture qui est de facto décentralisée depuis assez longtemps parce que l'État central est très faible. Vous avez une culture de village. Donc vous avez deux cultures de relations au pouvoir qui sont différentes. Et donc, mon hypothèse principale ici, c'est de dire cet effet
différent du renforcement de capacité, il s'explique dans l'interaction qu'il y a entre ce contexte, entre ce contexte de relation au pouvoir et une intervention qui vient renforcer les communautés. Une autre partie de la littérature appellerait ça avoir une approche réaliste. Fait l'interaction, je trouve que c'est aussi intéressant, ça vient plus d'une littérature économique. Qu'est-ce que j'ai comme élément pour ancrer ma recherche là-dedans? Je suis encore en train de travailler sur ça. Ici, c'est les résultats d'une enquête. Donc, on a, je pense, 6000 personnes au Burundi, 2500 au Sud Kivu, mais on voit qu'il y a des attitudes vraiment différentes. Si vous aviez un problème avec le centre de santé, qu'est-ce que vous feriez? En théorie, on voit qu'au niveau du Sud Kivu, on a vraiment une culture de dialogue, d'accord, avec le staff de la formation sanitaire, avec le COSA, avec les leaders locaux, qui existent très peu au niveau du Burundi. Je vais m'arrêter là, mais la question que j'ai un peu maintenant avec ma recherche, c'est comment essayer d'établir cette hypothèse institutionnelle de façon un peu plus causale. Une option, c'est de reprendre toutes mes données, de mélanger les données Burundi, les données Congo et de voir si je peux faire quelque chose avec les indicateurs que j'ai. Ce n'est pas sûr que c'est une approche très, très sensible. Ou bien c'est d'avoir une explication un peu plus qualitative comme ce que j'ai pour l'instant. C'est quelque chose sur lequel je suis en train de travailler. En termes de conclusion, j'aimerais bien dire que l'histoire institutionnelle est importante, ça ne veut pas dire se résigner à un déterminisme culturel. Je ne suis pas en train de dire ici la participation communautaire ne pourra jamais marcher au Burundi parce que les Burundais ne sont pas ouverts à ce genre de pratique. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a une histoire locale qui fait que des interventions de santé publique ont des effets différents. Et ces interventions peuvent aussi amener un changement du contexte. Donc on a fait plus de 300 interviews avec des leaders locaux, avec des focus groups d'usagers de centres de santé. Et ce qui ressort de façon assez claire, c'est que les gens veulent plus de participation. Ils ne savent juste pas très bien comment faire. On en est encore au début. Deuxième point, c'est je pense qu'il ne faut pas trop vite abandonner les approches expérimentales. On a quand même un cadre qui nous donne une belle causalité. Je veux dire, on a quand même une idée relativement claire de qu'est-ce qui cause quoi. Ce qu'il faut, c'est arriver à étoffer ces approches avec des données plus qualitatives ou bien avec des méthodes statistiques qui permettent, par exemple, de traiter différentes hypothèses dans une même recherche. Je vais m'arrêter là. J'espère que je n'ai pas été trop long. Voilà, merci beaucoup. Donc, je remercie les présentateurs. Moi, j'avais quelques questions et quelques interpellations par rapport aux trois exposés. Donc, par rapport à la première exposition, au premier exposé, c'est juste, quand on écoute votre présentation, on sent un peu de scepticisme quant à la réussite de ce projet. Mais là, on voit carrément que le niveau d'implication communautaire faisait défaut. Donc, la question que j'aimerais juste vous poser, c'est-à-dire quelle est aujourd'hui la viabilité de ces soi-disant couvertures maladie au niveau du pays, quand on sait qu'au niveau de nos États, le pouvoir économique fait un peu défaut. La plupart du temps, notre économie repose sur des aides, tout ça. Donc, quelle est la viabilité de ces structures? Et autre chose aussi, quelle est la solution que vous proposez? Vous avez identifié des problèmes, des contraintes. Donc, quelle est, vous, à votre niveau, en tant que chercheur, la solution que vous proposez pour venir à bout de ces contraintes? C'est bon? Non, ça reste un peu. Donc, je vais y aller rapidement. Donc, deuxième question par rapport à madame, par rapport à votre présentation. Vous avez identifié un certain nombre de problèmes qui sont modulés par rapport au type de population. Donc, je m'attendais à la partie solution, comme vous nous dites, des solutions qui sont modulées forcément par rapport à ces types de populations. Mais vous êtes un peu sceptique quant à la proposition que vous devez faire pour l'État pour venir à bout de ces incohérences ou bien de ces problèmes. Bon, je vais finir par la troisième présentation.
qui nous a fait une... donc juste Parce que de toute façon, il nous restera 15 minutes, donc ils ne pourront pas répondre à toutes les questions. Mais c'est important quand même, juste pour... voilà. Pose là, mais en une phrase. Je vais essayer, ça va être différent. C'est 2-3 points. C'est juste par rapport à votre analyse. Vous avez pris en compte plusieurs variables. Comme vous l'avez dit, on peut tomber sur un risque de première espèce, de risque alpha. Moi, ce que je vous propose, c'est en repartant sur la revue de la littérature, essayer de prendre les variables les plus, à mon avis, significatives pour les prendre en compte dans l'analyse. Ça, c'est deux. Deuxième chose aussi, par rapport à à ces résultats, juste une proposition, essayer de faire une analyse de la sensibilité en prenant en compte les sous-groupes au niveau de l'état de Kourou pour essayer de voir est-ce qu'on aura les mêmes résultats en termes de les variables qui sont sorties significatives à partir de votre modèle. Dernière chose, vous avez proposé une hypothèse constitutionnelle. Selon vous, comment on va mettre ça en place? Supposons que cette hypothèse constitutionnelle reste valable. Qu'est-ce que vous proposez pour la mise en place de cette hypothèse constitutionnelle? Okay. Je m'excuse, on va être un peu long là. Merci. Mais il y a les questions, donc quelqu'un d'entre vous va répondre juste à une question, après on va prendre la suite. Si jamais il y a du temps, on va revenir là-dessus. Okay. Emmanuel. Bon, comme je suis le tout premier, il voulait savoir quelle est la viabilité économique du RAMU. Si vous voulez, en fait, il ne manque pas souvent de financement, même si ce n'est pas l'État. Dans nos États, si ce n'est pas l'État qui apporte le financement, on a toujours quand même la disponibilité sous forme de prêts ou de dons. Au Bénin, actuellement, il y a ce qu'on appelle le compact, le paquet des partenaires qui se mettent ensemble pour donner de l'argent au système de soins. Donc, il y a de l'argent, c'est son utilisation qui pose problème. Si vous voulez la viabilité en termes de disponibilité du financement, je me permets de dire que ça ne pose pas fondamentalement de problème, mais l'utilisation, c'est ça. Et la question que vous avez posée en termes de quelle solution je propose, c'est justement de revoir au niveau des structures chargées d'appliquer le RAMU, comment organiser. C'est beaucoup plus au niveau de cette structure qu'on doit travailler plutôt que du côté de la communauté sensibilisée pour adhérer. Il y a beaucoup d'autres politiques qui sont mises en place en ce moment, les communautés adhèrent, mais ça ne fonctionne pas bien, les différentes gratuités. Je pense que le travail, c'est surtout en amont à ce niveau-là. Merci. Sylvie, Jean-Benoît, vous voulez réagir ou vous voulez attendre la question suivante? On peut. Très vite. Okay, rapidement alors. Merci beaucoup pour les commentaires. Oui, j'ai déjà fait la plupart des choses que vous recommandez. Donc, les résultats sont robustes quand on prend des sous-groupes. En termes d'analyse, je n'ai pas eu le temps d'expliquer la méthode que j'utilise pour réduire le risque de alpha, mais en fait, on est en train de diviser la p-value par le nombre de tests qui ont été faits. Donc, on est en train de, si vous voulez, de faire du bootstrapping. Bon, ce qui se passe là, c'est que si vous voulez, je fais tourner 10 000 fois des randomisations aléatoires et je regarde le nombre de fois où j'ai une p-value qui est inférieure à ce que j'ai ici. Et donc ça, c'est la troisième colonne que j'avais. Donc ça, c'est des résultats qui sont relativement robustes à toute forme de maltraitance statistique. Voilà. Okay. Parfait. Donc, on va donner la parole à Kadi. Ok. Merci, Jean-Benoît. Ma question s'adresse à vous. Je ne comprends pas pourquoi vous dites que le contexte ne peut pas nous aider à comprendre le dysfonctionnement des comités de santé. Parce que moi, je pense que c'est ce que vous avez fait dans votre dernière approche, notamment en utilisant l'approche réaliste. Et je pense que c'est l'analyse du contexte qui vous a permis de faire ressortir la justification de la différence institutionnelle comme raison aux performances différentes. Juste très rapidement, ce que je dis, c'est que le concept de contexte est extrêmement large et qu'on met un peu tout ce qu'on veut dedans et qu'il est nécessaire d'essayer d'explorer cette idée de contexte, de comprendre qu'est-ce qui est important dans le contexte. Plutôt que de dire le contexte de façon générale, ça peut être des variables politique, économique, ça peut être tout ce que vous voulez. Je dis, il faut essayer de comprendre dans ce contexte qu'est-ce qui est important pour ne pas se retrouver avec tout explique tout. Voilà. Donc, je vous dis que le contexte est effectivement important, mais plus important, c'est de comprendre qu'est-ce que vous voulez dire par contexte. Là, je suis d'accord avec vous. Il est important, mais il faut essayer de comprendre c'est quoi dans le contexte qui fait la différence. OK, merci. Merci, Kadi. Voilà, donc je donne la parole à Dr Golok. Merci Omar, merci les présentateurs. Bon, moi j'avais deux questions pour Sylvie et une question pour Emmanuel.
Alors, la première question, je ne serai pas très long. La première question par rapport à Sylvie, qui serait un peu provocatrice, c'est, vous avez dit que vous avez interrogé les épouses les plus influentes. Selon quels critères vous avez déterminé celles qui sont les plus influentes? Alors, la deuxième question, vous avez dit que ce sont les mieux lotis et les urbains qui dépensent le plus. Est-ce que vous avez essayé quand même de voir selon quelle proportion de revenus de ces différents groupes vous avez, ces gens-là dépensent plus quoi? Donc, est-ce que vous avez essayé de catégoriser un peu pour voir les proportions de leurs revenus qui sont dépensés effectivement? Une question pour Emmanuel maintenant par rapport au... Vous avez parlé beaucoup de désarticulation entre les différentes initiatives et la politisation, en fait. Donc, on sait que la désarticulation pose un réel problème d'inefficience d'allocation des ressources. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que vous, au niveau du Bénin, quel est actuellement l'état du débat sur l'articulation de ces différentes initiatives-là pour la couverture, effectivement, pour la couverture santé universelle. Merci. Merci, Golok. Donc, je donne la parole à Sylvie. Alors, Kadi, tu ris parce que... parce que c'est elle qui a plus d'informations par rapport à ça. Alors... Par rapport à la proportion des revenus des dépenses des populations urbaines, je crois que cela a été fait. C'est le volet que Isabelle devait vraiment détailler. Elle avait mis au niveau de la présentation, en dessous, il y avait quelques commentaires. Malheureusement, ça n'apparaissait pas ici. Comme elle est économiste et statisticienne, c'est elle qui s'est occupée de ces aspects-là. Donc, je crois que ça a été déterminé. Donc, peut-être que je pourrais plus tard vous passer les informations par rapport à cela. Voilà. Alors, Kadi, je te renvoie ta balle pour tes épouses. Mais il faut dire qu'en fait, la population a été choisie, c'était une cohorte en fait, parce que c'est dans une zone où l'équipe de recherche a un observatoire populationnel sur lequel ils travaillent depuis plusieurs années. Donc, il y a des indicateurs qui sont là et qui suivent depuis, c'est combien d'années déjà, au cas des 4-5 ans. Et donc, franchement, je ne peux pas trop m'avancer là-dessus parce que cette sélection a été faite avant que je n'intervienne sur les données. Donc, je vais passer la parole à Kadi pour qu'elle puisse vous donner plus de détails. OK. Jean-Benoît a une question. Les panélistes ont des questions entre eux. Donc, mais je vais d'abord prendre une question de la salle. S'il y a personne qui veut réagir. Ah, pour ta question, c'est ça? Non, il veut parler. Non, j'ai une question. OK. Est-ce que c'est quelque chose? Oui. L'état du débat au Bénin sur les problèmes de cohérence entre les différentes structures là, qui posent l'inefficience. Voilà, bon, je sais pas, le débat plutôt autour du RAMUS, ce n'est pas tellement à ce niveau qui n'est pas bien perçu. On voit, il parle simplement d'une efficacité des agences mises en place, mais en termes d'articulation entre les différentes institutions proposées, il y a vraiment pas, je ne vois pas de société civile, de syndicalistes ou d'usagers qui en parlent. Les gens plutôt parlent de ces expériences qui échouent, notamment la gratuité de la césarienne et autres, mais ils ne voient pas ils ne lient pas ça à l'articulation des différentes institutions, en termes de débat, quoi, si je réponds à votre question. Mais je crois que c'est à ce niveau aussi qu'il faut voir le problème, que ça fait partie de ce qui gaspille, de ce qui fait qu'on n'est pas suffisamment efficace. Voilà. Merci. Moi, j'ai une question pour Emmanuel. Dans votre présentation, vous sembliez regretter le fait que le débat avait été politique ou était devenu politique. Ma question, c'est simplement, est-ce qu'on peut éviter ça? Est-ce que ce type d'initiative peut être autre chose que politique? Je trouve que c'est une belle question. Moi, je pense que est-ce que la question doit être est-ce qu'on peut? Moi, je pense qu'on doit. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, ce sont des initiatives qui ne sont pas vraiment du pays. Par exemple, la gratuité de la césarienne, c'est partout. Le paludisme, c'est partout. Mais au Bénin, si vous ne sortez pas, vous pensez que c'est le chef d'État qui a rêvé dans son lit et qui a mis l'argent de sa poche. C'est comme ça que c'est présenté. Alors qu'on est souvent les derniers à adopter ça.
Et pour le RAMU, moi, j'ai beaucoup regretté que ça soit associé aux termes qui ont accompagné l'arrivée au pouvoir, notamment le changement, la refondation, la prospérité partagée. Je suis d'accord que tout est politique, au sens premier du terme, mais la dose politique dans le commerce des idées, là, autour des réformes, je pense que c'est un peu trop. Et ça qui fait que justement, on ne voit plus la pertinence. Au Bénin, c'est seulement les gens de la mouvance qui en parlent, les autres disent non, foutez-nous le camp, on sait ce que vous voulez faire. C'est ça, je regrette un peu. Voilà. Merci, il nous reste 5 minutes, donc est-ce que quelqu'un a une question dans la salle? Lara? Plus pour Jean-Benoît, en fait. Par rapport à, à l'utilisation de l'expérimentation pour l'évaluation d'interventions complexes en santé publique, moi, je viens de lire un rapport qui a été publié en anglais et en français de l'IRD qui critique beaucoup cette approche. Tu en as parlé tout à l'heure, tu disais toi-même que c'était controversé, cette utilisation. Et en fait, je me demande, parce que finalement, tu es revenu là-dessus, puisque à la fin, ta conclusion a été qu'il fallait retourner sur le terrain et utiliser les méthodes mixtes à la fin. Donc, en fait, si c'était à refaire, est-ce que tu aurais pris les méthodes mixtes dès le début ou tu aurais fait de la même manière? En fait, la façon dont je me suis exprimé est peut-être un peu trompeuse. J'ai fait des méthodes mixtes dès le début. Ah, okay. Donc, dès le début, c'était un projet méthode mixte. Et je suis assez sympathique de la plupart des critiques qui sont faites des expériences, mais je pense que l'obsession pour la causalité que les économistes ont est quelque part souvent assez bien fondée et qu'il faut pas être complètement la dégager. Donc voilà, c'est ça, c'est juste ça mon point. Question. Émilie? Non. OK. Une question pour moi. Je crois que vous avez... Tiens. Je vois que vous avez utilisé beaucoup d'indicateurs là. Comment est-ce que vous êtes parvenu quand même à matcher tous ces indicateurs-là pour essayer de créer une causalité parce que quand même, on sait que c'est un peu difficile parfois si on a beaucoup de... oui, c'est ce que j'essaie d'expliquer, mais je pense que c'est peut-être un peu compliqué pour essayer de refaire ça de façon très courte. Donc, vous avez tous vos indicateurs. La première chose que vous voulez faire, c'est que tout soit sur la même unité. D'accord ? Vous ne voulez pas avoir des bananes, des poires et des mangues. Vous voulez avoir que des bananes. Donc, une façon de faire, c'est de prendre les Z-scores, c'est-à-dire de prendre de tout standardiser. Vous allez tout remettre sur la même échelle. Après ça, il y a différentes dimensions qui ont été identifiées. Donc l'idée, c'était de les grouper par dimension. J'aurais pu faire de l'analyse en composantes principales ou différentes choses. L'approche que j'ai choisie, c'est simplement d'agréger tous ces indicateurs, de faire simplement la moyenne de tout. Ça donne une approche relativement transparente. D'accord ? Après, je peux, si je veux, changer les indicateurs par catégorie et voir ce que ça change. C'était simplement de prendre la moyenne de tous ces indicateurs standardisés pour chaque catégorie. Et donc de me retrouver avec 6 indicateurs à la place de, je sais pas, 60, 80. Je ne sais pas combien il y en a. Et la troisième étape, ça a été de regarder l'impact sur chacun de ces indicateurs, donc différence en différence, quelle est la différence d'évolution pour chacun de ces indicateurs, pour chacun de ces 6 catégories, et d'ajuster le niveau de confiance au fait qu'on teste différentes hypothèses. Et donc ça, c'est la partie un petit peu technique que j'ai passée, mais qui est principalement du bootstrapping. Voilà. OK, parfait. On est à pile poil, donc si quelqu'un a une question. Ah, Émilie. Oui, mais une question n'est jamais petite. Une question d'Émilie n'est jamais petite. Pour Jean-Benoît, dans ta présentation, à la fin, tu reviens sur un des éléments du contexte qui pourrait expliquer tes résultats. Puis c'est, à mon avis, un niveau d'analyse du contexte. Est-ce que tu as
en tête d'autres niveaux d'analyse que tu voudrais regarder pour expliquer ce qui pourrait montrer la différence finalement entre le Sud Kivu et le Burundi? Ouais, il y a des choses que j'ai déjà regardées. En fait, ce que j'aimerais bien essayer de faire maintenant, c'est de voir s'il n'y a pas un facteur qui est présent, qu'on peut mesurer des deux côtés de la frontière et qui pourrait expliquer. Dire finalement, ce n'est pas la différence Kivu-Burundi, finalement, c'est un élément. Donc ça peut être cette relation au pouvoir. J'ai des mesures de la relation au pouvoir. Ça, je vais essayer de voir ce que je peux en faire. Il y a une autre hypothèse, c'est la présence des ONG, la présence de l'aide qui peut influencer la participation. J'ai également des mesures de ça. Il y a des mesures de cohésion sociale et d'histoire de la violence qui m'intéressent aussi. Donc on a une histoire de violence très forte du côté de la frontière, mais qui n'est pas la même partout. C'est des conflits qui sont très localisés. Peut-être essayer de voir comment est-ce que ça réagit à ce type d'analyse. Ouais. Moi, j'avais une dernière question pour toi, en fait. Il me semble comprendre que dans ta présentation, tu dis qu'en fait, si le facteur de compétence est déterminant pour expliquer la faiblesse de la participation communautaire, il n'est pas suffisant. Ouais. Mais comment tu situes tes résultats face à l'état des connaissances? Parce qu'il me semble que la plupart des écrits montrent que si la participation communautaire est faible, c'est parce que les communautés n'ont pas la compétence requise. Je pense que c'est un peu court. Je pense qu'il y a beaucoup de wishful thinking dans la littérature, qu'on a quelque chose de, souvent qui est très normatif, où les gens disent voilà, il faudrait que les gens sachent ce qu'ils font. Mais en fait, on remarque que ce n'est pas suffisant. Et donc, c'est aussi un peu, et je pense que c'est quelque chose qui va transparaître dans ma thèse, revenir sur cette notion de construction des capacités. Capacity building, ça veut dire quoi à la fin? Ce qui compte ici, en fait, c'est arriver à remettre en cause le pouvoir existant au niveau des centres de santé. Pour remettre en cause ce pouvoir existant, il faut des connaissances, il faut des capacités, mais on n'est pas nécessairement en position de le faire. Dans tous les cas. Et c'est un peu la situation du Burundi. Les gens ont ces connaissances, ont ces capacités, mais ils ne sont pas dans une position où ils peuvent exercer ce pouvoir. Alors que si vous traversez la frontière, il y a un contexte qui fait que si j'ai la connaissance, si j'ai la capacité, je peux aller auprès de l'infirmier titulaire et dire ça doit changer. Je peux aller auprès du médecin de district et dire ça doit changer. Donc on est arrivé en fait à la fin de la présentation. Je vous remercie tous d'être venus, participer, échanger avec nous. Les présentations peut-être seront mises sur le site de Équité Santé. Donc pour ceux qui voudront les revoir, voilà. Merci à tous, merci aux panélistes.